Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours suite de mes vidéos de présentation de mon armoire à lire et des sagas que je veux lire. Cette fois-ci, je vais vous parler de mes romans et sagas de science-fiction récentes, les plus connues, on va dire, que j'ai envie de lire. J'avais fait une vidéo sur les sagas de fantasy les moins connues que j'ai dans mon armoire à lire, mais quand j'ai voulu faire un peu pareil avec la SF, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai réussi à faire une pile à lire de romans de SF dont j'entends moins parler, mais il y a moins de romans de SF dont j'entends moins parler. En général, j'ai l'impression que c'est un peu plus varié ce que lisent les gens par rapport à la fantasy. J'ai l'impression que la fantasy, en général, les gens ont tendance à plus lire la même chose qu'en SF. Après, c'est peut-être une impression, je ne sais pas. Mais du coup, je vais vous parler de romans de science-fiction que j'ai envie de lire, qui sont récents, modernes, on va dire, en tout cas qui sont sortis après, à partir des années 2000, à partir de l'an 2000, donc de 2000 à cette année 2025, même si le plus récent, je crois, de 2023, ah, quoique, je ne sais plus. Enfin bref. Et on va commencer tout de suite avec, hop là, pareil, pas d'ordre dans le choix des livres, pas d'ordre spécifique. Hop là, j'ai commencé avec le premier qui passe, c'est L'éveil de Léviathan, le premier tome de la saga The Expanse de James et Corey, qui est du coup un nom d'auteur enfin un nom de plume pour deux auteurs. Il y en a un, c'est Daniel Abraham, et l'autre, j'ai oublié, je mettrai au montage. Euh, il y a une adaptation en série, pour ceux qui l'ont vu, The Expanse, c'est une adaptation de ses romans. Et alors de quoi ça parle? Je sais que c'est, avant de lire la quatrième couverture, une sorte de space opéra où la planète, enfin les humains ont colonisé plus ou moins le système solaire. Et de ce que j'ai entendu, c'est très un peu politico, conflit entre les différents peuples des différentes planètes. Et c'est une saga dont j'entends énormément parler. C'est le cas d'un peu toutes, mais bon, j'ai pas entendu parler avec la série qui se finissait, avec les romans. Euh, qui m'a toujours beaucoup intrigué, donc à voir, sachant que Daniel Abraham, c'est un auteur que j'ai dans ma pile à lire pour d'autres trucs, je vais en reparler euh, mm, mm, je vais en reparler dans une autre vidéo que je ferai sur les sagas de fantasy récentes que j'ai envie de lire, mais il me semble que c'est lui qui a fait la tétralogie du... Je sais pas si ça a été traduit en français, mais en anglais c'est The Long Price Quartet, donc voilà. Et du coup, The Expanse pour la quatrième de couverture du premier tome, L'éveil de Léviathan. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les stations installées dans la ceinture d'astéroïdes. Quand son équipage et lui croisent la route du Scopole, il se retrouve en possession d'un secret pour lequel certains sont prêts à tuer. Ce sera la guerre dans tout le système solaire s'ils ne découvrent pas qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi. L'inspecteur Miller recherche une jeune femme dont les parents sont riches et influents. Son enquête le mène au Scopoli et à Holden. Entre le gouvernement de la Terre, les révolutionnaires des planètes extérieures et certaines firmes aux visées obscures, Holden et Miller doivent jouer finement. Leurs chances de réussir sont minces, mais au cœur de la ceinture, les règles sont particulières et un petit vaisseau peut changer le destin de l'univers. Donc ouais, visiblement une sorte de thriller avec ce gros enjeu, ce mystère sur le système solaire. Et un côté très politique du coup avec ces planètes visiblement un peu indépendantistes, les méga corpos qui ont l'air de vouloir mettre leur grain de sel dedans. Ça a l'air très très cool. Ensuite, oui, je voulais donner les dates aussi pour petite info. Donc The Expanse, le premier tome sorti en 2004. J'ai écrit 204, mais c'est probablement 2000, non, 2014, 2004. Je vais regarder sur le livre, ce sera plus simple. Ça fait plus de sens que j'ai écrit du coup. Et ça a été traduit en français par Thierry Arson. J'aime bien les éditions Babel pour ça, de vraiment mettre en avant le traducteur, c'est pratique. Ensuite, on va rester sur les éditions Babel, tiens, avec une autre saga de SF qui est adaptée en série en ce moment, Silo de Hugh Howey, traduit du coup par Yuan Jantric et Laure Manceau. Donc Silo, ça a été adapté sur Apple TV+, aussi en série. Donc de quoi ça parle, hein,
Dans un futur post-apocalyptique indéterminé, une communauté d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde extérieur devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l'atmosphère y est irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par d'antiques caméras montrent un paysage de ruines et de dévastation balayé de vents violents et de nuages noirs, ne semblant laisser aucune place à l'illusion. Pourtant, certains continuent d'espérer. Ces individus dont l'optimisme pourrait s'avérer contagieux représentent un danger potentiel, leur punition est simple, ils se voient accorder cela même à quoi ils aspirent, sortir. Conjuguant un art consommé du récit et un infaillible sens du suspense, Hugh Howey offre à la science-fiction un roman addictif et percutant. Donc, comme ça laisse paraître, moi, cette espèce de post-apo avec les séries un peu enfermées qui me fait très penser à Fallout, ce côté, le monde dehors, il est détruit, on est dans une sorte de... dans un silo au lieu d'être dans un vault dans Fallout, dans un bunker, et on sort à l'extérieur, et guess what, le monde, il est peut-être un peu plus vivable que ce qu'on pensait. C'est très cool, et à voir, j'ai beaucoup entendu parler de ça. C'est une trilogie, il me semble, de base, les bouquins. Donc hâte de voir, hein, des gros pavés aussi. Et Silo, c'est sorti en 2012. Ensuite, on va finir sur les éditions Babel, je les ai tous mis ensemble. Un des derniers que j'ai acheté d'ailleurs, c'est Le Problème à trois corps de Liu Cixin. Encore une série de SF qui est adaptée en série, cette fois-ci sur Netflix, hein, Le Problème à trois corps, traduit du chinois par Gwenaël Gafric. Donc c'est effectivement une saga de science-fiction chinoise qui fait beaucoup parler d'elle avant même que la série sorte. Déjà parce que ça change, hein, de la SF chinoise on n'a pas beaucoup. Mais parce qu'aussi c'est de la hard SF. Alors de quoi ça parle, Le Problème à trois corps? En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit à la base militaire secrète du Côte Rouge. Destinée à développer une arme de grand calibre, Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, intègre l'équipe de recherche. Dans ce lieu isolé, où elle croit devoir passer le restant de sa vie, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvre peu à peu la véritable mission de Côte Rouge. 38 ans plus tard, alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel, parmi eux une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine tel un angoissant compte à rebours. Euh, Hugo 2015 du meilleur roman, Le Problème à trois corps est le premier volume d'une trilogie culte d'une ambition folle. Donc comme je l'ai dit, c'est le vainqueur du Hugo, donc il va rentrer dans mon challenge des awards, quoi qu'il arrive. Et j'ai aussi le deuxième tome juste là, que je vais sortir. Hop là, La forêt sombre, qui d'un coup est beaucoup plus épaisse. Donc j'ai beaucoup entendu parler de ce roman, notamment par rapport à la différence qu'il y a avec la série. Il est très... ça passe ou ça casse, parce qu'apparemment il est vraiment pas du tout centré sur les personnages. Là où la série semble avoir pas mal dévié de ce côté-là, c'est vraiment les idées et la science qui est mise en avant, de ce que j'ai compris, plus que les persos. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré Le Problème à trois corps, et il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Donc dans quel camp je vais tomber, je ne sais pas. Euh, je... Généralement, quand il y a autant d'extrêmes sur une série, j'ai tendance à tomber au milieu. Quand les gens disent soit on adore, soit on déteste, j'ai tendance à trouver ça correct. Mais quand même intrigué. Bon, bah, ça fera un livre en plus à lire dans le challenge des awards. Du coup, il a gagné l'award du Hugo en 2015, et il est sorti. J'imagine qu'il est sorti en 2006 en Chine, mais il n'est pas sorti en anglais aux États-Unis avant 2015, et c'est pour ça qu'il a eu le Hugo en 2015, peut-être. Je sais pas trop, j'ai un peu la flemme d'aller chercher, donc peut-être que je mettrai une note si c'est le cas. Sinon, tant pis. Ensuite, hop là, un autre roman, cette fois-ci pas adapté en série. Prochain roman, c'est Spin de Robert Charles Wilson, publié en 2005. De quoi ça parle? De ce que j'ai compris, on a la planète qui d'un coup se retrouve entourée par un dôme qui ralentit le temps à l'intérieur ou qui accélère le temps à l'extérieur. En tout cas, on se rend compte que le temps passe beaucoup plus vite à l'extérieur, et que au lieu de mettre des millions et des millions d'années avant que le Soleil ne meure et n'explose, potentiellement il ne reste plus que 40 ans, 50 ans peut-être avant que le Soleil explose et arrive en fait en fin de vie. Et du coup, qui a fait ça, comment faire,
comment vivre et continuer une société quand on sait qu'elle risque de s'éteindre d'ici une quarantaine ou cinquantaine d'années. Ça a l'air assez intéressant, je veux dire, la quatrième de couverture au cas où. La vie de Tyler Dupree est inextricablement liée à celle des jumeaux Lawton, Diane et Jason. Ils étaient ensemble la nuit où la Terre a été coupée du reste de l'univers par une mystérieuse barrière opaque à l'extérieur de laquelle le temps s'écoule des millions de fois plus vite. Il ne reste donc plus que quelques décennies avant que le Soleil ne transforme la Terre en une boule de feu, exterminant ainsi l'humanité. Jason n'a alors plus qu'un but dans la vie, comprendre pourquoi et par qui la barrière a été installée. J'ai un truc dans l'œil. Donc voilà, encore une fois très très populaire. La plupart des romans que j'ai sont récents et super populaires, hein, donc j'ai probablement un peu répété ça. Un roman de science-fiction vertigineux, Spin, machin machin. Il gagne le prix Hugo aux États-Unis et il a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire en France. Donc voilà, encore les awards, tout ça. Ça fait plaisir. C'est une couverture de Manchu. Ah, c'est donc lui le fameux Manchu qui fait des couvertures. J'entends parler, mais je ne suis pas trop renseigné. Voilà. J'ai pas trop de trucs à dire en plus. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Le pitch a l'air intéressant, mais je sais pas, je vais pas non plus énormément. Mais je suis quand même curieux, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc à voir. C'est des sacrés bricasse hein, quand même, ce que je prends. Hein. Là, on est sur du 600 pages à peu près. Donc c'est marrant parce que j'avais plutôt tendance à imaginer la SF en plus courte en général, mais c'est peut-être la SF à l'ancienne, les Jack Vance, les Arthur C. Clarke et compagnie qui font genre 200, 250 pages. La SF récente a l'air d'être beaucoup plus. Ouais, je fais la différence avec le tas que j'ai pour une autre vidéo que je ferai de présentation de mon armoire à lire de science-fiction des années 70-80 et une autre vidéo des années avant. Et effectivement, plus le temps avance, plus les bouquins ont tendance à devenir gros, par quelques exceptions. Effectivement, plus ça a tendance à devenir plus gros. Voilà, je sais pas s'il y a une raison à ça, mais voilà. On va passer au prochain bouquin qui va me faire mentir. C'est Old Man's War de John Scalzi. Le vieil homme et la guerre en français, ça a été traduit, je crois. Il me semble. C'est un roman de SF, en gros, où je crois que les personnes âgées, en fait, se donnent possibilité d'avoir une nouvelle vie, mais ils doivent aller à la guerre avant. Du coup, le pitch, en gros, du roman, c'est que dans le futur, la Terre est en guerre contre une espèce extraterrestre intergalactique, et plutôt, en fait, que de recruter des jeunes de l'armée, trucs comme ça, non, on préfère avoir des vieux parce que les personnes âgées ont plus d'expérience, de capacités, ils sont plus aguerris, quoi. Du coup, quand on arrive à l'âge de la retraite, on peut demander de rejoindre ce qu'ils appellent la couverture le CDF. Je crois qu'en fait, on nous donne un nouveau corps qui est plus jeune, du coup, dans lequel on transfère notre esprit. Et du coup, les vieilles personnes peuvent faire une sorte de service militaire de 2 ans, offrant pour cette guerre. Et s'ils survivent à 2 ans de conflit contre cette espèce, ils auront le droit à une maison et tout plein d'argent sur une des planètes colonies de l'espace, mais ils ne pourront jamais retourner sur Terre. C'est ça le deal en fait. Et du coup, je suis très curieux de lire ce bouquin. Ça me fait beaucoup penser dans la vibe à la guerre éternelle, The Forever War de Joe Haldeman, qui traite pareil de cette en fait de la guerre dans l'espace, se battre pour au final une terre ou une maison qu'on ne connaît plus en fait, pourquoi on se bat encore dans la guerre éternelle. Je crois que c'est une histoire de les temps du coup de trajet entre les différents lieux de conflit font que quand on part à la guerre et qu'on revient, la terre a tellement avancé dans le temps que c'est plus personne qu'on connaît, donc au final est-ce qu'on se bat encore pour quelque chose. Et là ça a l'air d'être pareil, au final ils vont faire la guerre pendant 2 ans pour au final avoir une vie super avec de l'argent et une maison, mais sur une planète qu'ils ne connaissent pas, et ils ne pourront jamais retourner chez eux. Donc j'imagine qu'il va peut-être y avoir ce développement d'idées. En tout cas, je suis très curieux. Et John Scalzi, j'ai déjà lu un roman de lui, j'avais lu Red Shirts, qui était une sorte de parodie en fait de la SF très Star Trek, avec le fait que les personnages de Star Trek principaux ne meurent jamais, il leur arrive toujours des folies statistiquement impossibles, tout ça. Enfin, c'était très rigolo, moi j'avais bien aimé. Du coup, intrigué de lire Old Man's War, qui est probablement le roman de John Scalzi le plus populaire et le plus connu, qui est sorti d'ailleurs en 2005.
Ensuite, deux romans du même auteur, c'est Alastair Reynolds, et je commençais avec L'espace de la révélation, le premier tome du cycle des inhibiteurs, qui est, je pense, un des plus connus ou qui me hype le plus. Je sais pas si c'est réellement le plus populaire, mais un youtubeur que je suivais et que je suis encore, même si plus trop, qui est Moid de Media Death Cult, ne faisait que vendre ses éloges, les éloges d'Alastair Reynolds, et de l'espace de la révélation, de Revelation Space en anglais. Du coup, je l'ai pris au final parce que j'étais très curieux. Alors, de quoi ça parle? La découverte d'une fabuleuse cité enfouie suscite plus de questions qu'elle n'en résout. Sylvestre, archéologue, déchiffre l'histoire des Amarantins, des êtres mi-hommes, mi-oiseaux. Une tribu renégate avait quitté Resurgam pour partir dans les étoiles, et, peu après son retour, un mystérieux événement avait provoqué l'anéantissement de toute vie sur la surface de la planète. Ce cataclysme, les Amarantins l'avaient anticipé, et s'ils l'avaient eux-mêmes provoqué. C'est alors que l'équipage d'un gigantesque vaisseau interstellaire décrépit, le Goblumen, spleen de l'infini, vient chercher Sylvestre dans l'espoir que son père, Calvin, sauvegardé après sa mort sous forme de simulation numérique, pourra réparer le capitaine, un chimérique ou cyborg, plongé en cryothermie, afin de ralentir la pourriture fondante qui provoque chez lui des mutations monstrueuses. Mais les membres de l'équipage du spleen de l'infini ont chacun des intentions cachées. Ça fait beaucoup d'infos là. Donc même, alors pour ceux qui aiment pas l'ASF et qui écoutent ça, bonne chance pour comprendre ce que je viens de dire. Parce que même là, pour moi, ça faisait beaucoup d'infos à la suite. Ça a l'air d'être un gros épique de space opéra. À voir. C'est des gigapavés et c'est tout un cycle de bouquins de cette épaisseur. Donc très, très curieux, je me répète. Mais je suis très intrigué par ce côté très space opéra après la destruction de la planète. Euh, et voilà, bon, on n'a pas beaucoup plus de pitch que ça, mais voilà. Le prochain, l'autre bouquin de Alastair Reynolds, c'est House of Suns, lui qui cette fois est un one-shot, dont je peux un peu plus parler, parce que j'ai lu le début à un moment, je l'avais commencé, puis je l'ai jamais fini. En fait, on suit dans un univers beaucoup plus développé, beaucoup plus lointain, une firme qui s'appelle la firme Gentian, qui en fait et la même personne qui a split son esprit dans plein de vaisseaux. Et en fait, elle s'est démultipliée pour aller explorer l'espace et faire tout un business. Et tous les X temps, en fait, l'ensemble de ces Shatterlings, comme ils s'appellent, ces petits morceaux de cette dame originelle, se rassemblent pour faire le point sur leur compagnie. Et il me semble que du coup, j'ai lu vraiment le début, donc j'ai pas toute l'info, mais qu'il y a un meurtre à un moment qu'il va falloir résoudre. Il y a aussi une sorte de romance un peu entre certains persos. Je suis très curieux. J'avais bien aimé le début, mais je l'avais arrêté parce que j'avais dû lire d'autres choses et que j'étais peut-être pas dans le mood, mais j'étais quand même assez curieux avec ce côté des robots enfin des vaisseaux qui sont conscients de ce qui se passe à l'intérieur et qui sont des vaisseaux et des IA super avancés, et d'autres espèces qui sont aussi très intrigantes dans cet univers. Il y a pas mal d'aliens et d'espèces un peu différentes. Euh, et pareil, c'est du Alastair Reynolds, c'est très très populaire. Et vu que c'est un one shot, c'est peut-être un peu plus intéressant de commencer par là que de commencer par le cycle des inhibiteurs. Donc je crois qu'en français, ça a été traduit sous le nom de la maison des soleils, il me semble. Donc voilà, on a un petit pitch de Bernard Cornwell à l'avant, celui qui a fait les Chroniques saxonnes, pour ceux qui ont regardé la série. Comment ça s'appelle déjà le nom de la série? Uhtred, Son of Uhtred. The Last Kingdom, voilà, c'est celui qui a écrit les bouquins à l'origine de The Last Kingdom. Je diverge. Ensuite, autre bouquin peut-être un peu moins connu, c'est Semiosis de Sue Burke. C'est un truc dont j'ai le moins entendu parler, mais qui m'a intrigué. Et puis je l'ai vu, il était pas très cher et j'avais fait une commande. Il manquait un bouquin pour avoir une bonne réduction, c'est sympa. Donc au final, je crois avec la réduction que j'ai eue en ajoutant ce bouquin, il m'a coûté genre 20 centimes. Donc, et pourquoi pas. J'en avais entendu parler, ça a l'air sympa. Je crois que j'avais un peu une vibe de pré-solarpunk ou pas entier, mais avec des idées. Je vais lire la quatrième de couverture. Ils sont 50, des femmes et des hommes de tous horizons. Ils ont définitivement quitté la Terre
pour, au terme d'un voyage interstellaire, s'établir sur une planète lointaine qu'ils ont baptisée Pax. Ils ont laissé derrière eux les guerres, la pollution, l'argent pour se rapprocher de la nature. Tout recommencer, construire une nouvelle société, mais très vite, des drames menacent leur idéal. Du matériel irremplaçable est détruit, des morts surviennent et s'accumulent, la nature est par essence dangereuse. Celle de Pax, mystérieuse, ne fait pas exception à la règle. Pour survivre, les colons vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent pas et tenter de comprendre ce qu'ils affrontent. Une histoire de colonisation d'une planète, il va se passer des choses très classiques. Quand j'ai parlé de la vidéo sur les romans de SFFF française que je voulais lire, il y avait des romans, c'est le même pitch, donc curieux. Voilà, j'ai oublié de donner les dates pour les derniers romans de Alastair Reynolds. Donc pour Alastair Reynolds, l'espace de la révolution est sorti l'espace de la révélation est sorti en l'an 2000 et House of Suns en 2008. Et pour Semiosis, c'est sorti en 2018. Donc c'est un des romans les plus récents que j'ai dans la liste. Donc j'étais curieux de le lire pour cette raison, de lire un peu plus de SF très récente, traduit de l'anglais par Florence Bury. Voilà, j'ai vu la traduction. On aime un peu les traducteurs et les traductrices ici. Ensuite, un autre bouquin assez récent, c'est To Like the Lightning, trop semblable à l'éclair, je crois, un truc comme ça s'appelle en français. Je sais qu'il a été traduit. Le premier tome de la série Terra Ignota de Ada Palmer, qui est sorti en, donc là je ressors mes notes, 2016. Donc de quoi ça parle? C'est un dossier dont je connais le moins. Je sais plus du tout pourquoi je l'ai acheté ou d'où il sort, vraiment, je sais pas. Mais j'en avais un peu entendu parler, les gens avaient beaucoup aimé. Apparemment, c'est de la SF assez compliqué. J'avais entendu des choses comme quoi il est plutôt dur à lire. Euh, donc je vais essayer de vous lire vite fait à la quatrième de couverture en traduisant vite fait. L'année est 2454. L'humanité a créé un golden age de lui-même, a créé un nouvel âge d'or, forgé dans les conséquences d'un conflit bien dur, un conflit dévastateur qui a détruit à la fois la religion et l'état-nation de la planète. Cette faction où colonies, hive, c'est des colonies d'abeilles, quoi, euh, ont co-gouverné le monde pendant 3 siècles. Et leur règne fonctionnait grâce à une censure très précautionneuse et des analyses statistiques précises et une abondance de la technologie. Condamné pour ses crimes, célébré pour son talent, Mycroft Canner est l'instrument préféré et le confident de certaines des figures les plus puissantes de ce monde. Quand on lui demande d'aller investiguer un vol étrange, il se retrouve sur la trace d'une conspiration qui pourrait briser l'équilibre fragile de ce monde. Mais Mycroft a ses propres secrets. Il cache une menace encore plus grande aux 7 colonies. Une surprise qu'aucun degré d'analyse statistique aurait pu prédire. Cette menace qui prend la forme très improbable de d'un enfant de 13 ans. Car comment un monde qui a banni Dieu pourrait recevoir un enfant qui peut faire des miracles? C'est assez intriguant. C'est la première fois que je lis réellement la quatrième de couverture ou de quoi parle le livre. Ok, je suis assez intrigué. En vrai, ça a l'air plutôt cool. Ouais, ça remonte dans mon top des envies de lecture en vrai. Ensuite, j'ai dit quand est-ce qu'il est sorti? 2016. C'est sorti en 2016. Ensuite, prochain roman qui lui est sorti en 2014, c'est Station 11 d'Emily St. John Mandel. Euh, de quoi ça parle Station 11? Un soir d'hiver à l'Elgin, théâtre de Toronto, le célèbre acteur Arthur Leander s'écroule sur scène en pleine représentation du roi Lear. Plus rien ne sera jamais comme avant. Dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven.
Ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie, alors que la nouvelle génération peine à se le représenter. De l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir, peut-être l'essentiel. Entre l'avant et le présent, Station Eleven entrelace sur des décennies la destinée de personnages inoubliables. Élégie sous la condition humaine, se livre à la construction vertigineuse, envoûte le lecteur par sa puissance romanesque et émotionnelle. Succès international traduit dans une vingtaine de langues, finaliste du National Book Awards, Station Eleven a imposé Emily St. John Mandel comme l'une des romancières les plus reconnues d'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est le genre de roman qui a tellement percé, on va dire, en dehors de la sphère de la science-fiction, euh, du post-apo, qui me fait un peu penser à The Road dans le côté l'humanité a été détruite et on a ce parallèle entre l'ancienne génération qui tente de se rappeler et qui a connu le monde d'avant et la nouvelle qui ne l'a jamais connu. Mais peut-être avec plus d'espoir que The Road, la route de Cormac McCarthy, qui est pas le roman le plus fun de l'univers. C'est assez court, le roman est assez grand, mais c'est une sorte d'édition où c'est écrit vraiment en super gros. Donc voilà, peut-être qu'il montera assez vite dans ma liste de lecture. Il m'intrigue pas mal. En vrai, je lis pas des masses de post-apo, mais si jamais j'ai envie d'en lire un, il sera là. Ensuite, le roman le plus récent de cette liste, c'est Translation State de Anne Leckie. C'est un stand-alone de une des romancières de SF les plus renommées récemment, on va dire, une des étoiles perçantes, notamment pour sa trilogie l'Empire du Reich, de quoi l'Empire du... Je sais plus c'est quoi le nom, je mettrai une image par là, qui a gagné, je crois, le Hugo sur les deux premiers tomes et le Locus sur le troisième, ou un truc comme ça. Enfin, il a gagné énormément de prix, cette trilogie, qui a beaucoup marché. Et moi, j'ai pris Translation State. C'est un standalone, c'est plus rapide à lire, au moins c'est fini. Et si j'aime, je lirai sûrement. Bah, je crois que je le lirai dans tous les cas, la trilogie, parce que j'ai l'autre défi à lire là, des awards. Mais on va commencer par ça. De ce que j'ai compris de la quatrième de couverture, on est dans un monde où l'humanité est en lien avec une autre espèce, les Presger, et on suit plusieurs personnages. Kven, qui est visiblement un robot, ou quelque chose en tout cas qui a été créé pour être un traducteur entre l'humain et le Presger, mais qui refuse en fait cette destinée qu'on lui impose et préfère autre chose. Enae, qui est une diplomate qui, plutôt que de faire son travail, décide de traquer un fugitif qui a été porté et disparu pendant plus de 200 ans, et Rite, qui est un mécanique adopté. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Est-ce que c'est un robot qui a été adopté par un humain? Est-ce que c'est mécanique son travail? Je ne sais pas. Qui est à la recherche d'informations sur son passé biologique. Donc, plutôt peut-être un humain, je ne sais pas trop. Et on va suivre visiblement les péripéties et les shenanigans de ces trois persos. C'est un des romans dont j'ai le moins d'idées de quoi ça parle. Mais Anne Leckie fonctionne. Ah bah tiens, il y a le nom de ces romans que je cherchais tout à l'heure, donc Ancillary Justice, Ancillary Sword et Ancillary Mercy. Donc la justice de l'insulaire, je crois en français, ça a été traduit. Très curieux de lire ça, je sais que c'est un de mes profs à la fac qui me l'a conseillé. Donc ouais, assez curieux de lire ça. Ensuite, euh, publié en 2017, on a All Systems Red de Martha Wells, le premier tome de la saga Murderbot, qui a été adapté en série très récemment sur Apple TV+, je crois aussi. Euh, je crois qu'ils ont gardé le nom Murderbot en français pour la série. En français, les romans, c'est le journal d'un assassin. Sainte comme synthétique, synth. Euh, c'est, je pense, une des sagas de SF dont j'entends le plus parler. On suit un robot, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, je vais même pas lire avec la couverture. On suit un robot en fait qui est un murderbot, hein, qui est un droïde ou un robot programmé pour faire le meurtre, qui peut servir de garde, peut-être d'assassin, ce genre de truc, mais qui a réussi à hacker sa puce ou je ne sais quoi qui fait sa personnalité de robot tueur et qui du coup décide qui préfère regarder des telenovelas plutôt que de faire son travail et qui veut juste rester dans son canapé et rien foutre. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ces romans, notamment pour
cette représentation en fait d'un personnage robot qui est presque plus humain qu'humain. C'est, je pense, un roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est des thèmes que j'adore. J'en ai beaucoup parlé dans les premières vidéos, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain, tout ça, ces espèces, est-ce qu'elles sont humaines ou pas quand elles atteignent la conscience, qu'est-ce qu'on peut considérer comme humain, c'est là. Je sais que les romans, enfin les romans, vu la taille du truc, c'est plutôt considéré comme des nouvelles pour les premiers tomes, et après ça devient des romans un peu plus longs. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas trouvé ça fun, l'humour marchait pas trop. Il y a aussi des gens qui sont pleins du prix, mais je l'ai eu pour pas très cher au Bookshop à Montpellier. Foncez au Bookshop à Montpellier si jamais vous êtes dans le coin, parce que c'est cool, c'est une petite librairie indépendante de bouquins anglais, hein, le Bookshop. Allez-y, c'est cool. J'y vais assez souvent, même si je ne suis pas sur Montpellier en ce moment. Foncez au Bookshop. Qu'est-ce que je disais? Murderbot, bah, ça a l'air cool, c'est super court. Voilà. Pas plus, pas besoin de plus. Ensuite, on va passer. Je vais me réserver les deux. Il en reste trois encore. Accrochez-vous, on est bientôt fini. Je vais me réserver les deux, je pense, plus gros noms pour à la fin. Et je vais parler encore une autre saga qui a été adaptée en série il y a un petit moment maintenant, publiée en 2001 par Richard Morgan, c'est Altered Carbon, le premier tome de la série Takeshi Kovacs, qui du coup, vous avez compris, est les romans qui sont à l'origine de la série Altered Carbon qui était sortie sur Netflix et qui a été annulée malheureusement alors qu'elle était incroyable, il me semble qu'elle a été cancel. Donc, bah, du coup, moi j'avais adoré la série. Les deux saisons, je sais qu'il y a des gens qui avaient un peu moins aimé la saison 2 parce que c'était plus les mêmes acteurs et tout, mais franchement, j'avais quand même beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez cool. Du coup, je suis très curieux de lire bah, les romans, voir la différence avec la série et bah, voir comment ça se termine aussi, c'est quoi la fin. On est dans un monde de cyberpunk où les riches habitent dans des tours très hauts et les pauvres ils habitent en bas. On est sur de la subtilité. Et en fait, dans ce monde, on a des petites puces dans lesquelles il y a nos personnalités. Et en fait, on peut acheter ou prendre les corps des autres en mettant notre puce dedans et on peut switch d'un corps à l'autre assez facilement, tout ça. Et en fait, on a le personnage principal, du coup, Takeshi Kovacs, qui se retrouve à devoir enquêter sur l'assassinat de son propre comment dire, employé. Son employeur le paye pour enquêter sur son assassinat. Il a déjà été assassiné. Et du coup, enfin, c'est voilà, c'est des concepts un peu bizarres parce qu'il avait une puce de rechange, je crois, donc du coup, il est toujours en vie, mais il n'a plus la mémoire des derniers moments, ce qui fait que son employeur ne se souvient pas de pourquoi il est mort, qui l'a tué, tout ça. Et du coup, c'est j'ai fait tomber le livre. C'est à Takeshi Kovacs de se démener pour trouver ça. Donc c'est très cool. J'avais beaucoup aimé la série et hâte de lire les romans. Les deux derniers bouquins qui sont probablement les plus populaires ou parmi les noms dont j'entends le plus parler. Euh, on a en premier Children of Time de Adrian Tchaïkovski, qui a été publié en 2015. En français, ça s'appelle Dans la toile du temps, je crois. Euh, Adrian Tchaïkovski, qui est un auteur que j'ai déjà lu, j'ai lu Dogs of War de lui, que j'ai beaucoup aimé, et qui est, je pense, un des auteurs de SF les plus en vogue en ce moment. À chaque fois qu'il sort un truc, tout le monde adore. Je crois que c'est lui qui avait fait. Non, Keiju Preservation Society, c'est John Scalzi, je crois. Ou c'est Tchaïkovski. J'ai un doute, je confirmerai par là. Mais je crois que c'est Tchaïkovski. Mais dans tous les cas, je crois que c'est aussi lui qui a fait Elder Race qui avait plutôt marché, du coup qui a fait Children of Time, il a fait quoi d'autre? Je mettrai des images, des bouquins qu'il a écrits, mais en tout cas, ouais, il sort beaucoup de livres et tout ce qui sort, les gens adorent. Ça me donne un peu une vibe, vu le rythme auquel il écrit, d'être le Brandon Sanderson de la SF, au niveau de la qualité et du rythme d'écriture de Tchaïkovski. Mais alors de quoi ça parle? On suit visiblement un futur lointain où l'humanité a, pour je ne sais quelle raison, essayé de coloniser notre planète, mais avant de la coloniser, il faut d'abord y mettre une atmosphère. Et je crois que du coup, ils ont envoyé des plantes, des insectes, des trucs comme ça. Et il se trouve que une espèce va se développer là-bas et devenir intelligente, et ce sont des araignées.
Voilà, c'est tout ce que c'est du plot, mais j'ai pas vraiment spécialement envie d'en savoir plus parce que bah, les gens le vendent tellement bien que je vais y aller à l'aveugle comme ça. Je sais que dans le tome 2, c'est des poulpes, je crois qu'ils refont la même chose avec une autre planète, et cette fois c'est des poulpes qui deviennent intelligents. J'en reparlais avant avec All Systems Red, mais euh, voilà, la relation à l'altérité de l'humanité, pas forcément qu'est-ce qui fait qu'on est humain, mais aussi cette relation à l'altérité, aux espèces qui redeviennent intelligentes, comment, enfin, tout ce qui est, voilà, des espèces qui chez nous on considérait comme juste des animaux deviennent d'un coup une civilisation à part entière, comment la traiter et la voir vis-à-vis de l'humanité, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc, très curieux de voir ce livre dont j'entends tellement parler. Enfin, je pèse mes mots quand je dis que, en tout cas, dans le booktube et booktalk, tout ça anglophone, on parle que de lui. En France, j'en entends un peu parler, mais un peu moins, pas autant que vraiment dans le booktalk anglophone où Children of Time, tout le monde parle que de lui et de Tchaïkovski en général. Je crois que je l'ai dit, mais du coup il est publié en 2015. Et le dernier bouquin, alors lui j'en entends parler absolument partout, que ce soit francophone, anglophone, que j'en ai entendu parler récemment dans le festival Hypermonde, il était cité quasiment à chaque fois, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. En anglais c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Becky Chambers qui est un petit peu, j'ai l'impression, l'égérie, la tête la plus populaire en ce moment du solar punk. J'ai vu certaines personnes qui la qualifient comme ça. Je sais pas à quel point c'est vraiment du solar punk pour le côté esthétique, mais en tout cas, c'est une des têtes d'affiche de ce mouvement de science-fiction un peu plus optimiste, beaucoup plus ouvert d'esprit sur les droits, le racisme, tout ce qui est les droits, mettre en avant les femmes, les personnes de couleur, les droits LGBT, tout ça, moins de danger, on va dire, beaucoup plus centré sur les personnages. Bref, cette science-fiction beaucoup plus sociale et optimiste. J'ai entendu parler de science-fiction anthropologique aussi, j'ai vu passer à un moment. L'espace d'un an de Becky Chambers me hype beaucoup pour ça, ça a l'air d'être très chill, très cool à lire. Je sais qu'il y a aussi une autre saga série un petit peu, c'est un psaume pour les recyclés sauvages en français, A Psalm for the Wild Built en anglais, je crois. Il me semble que je l'ai en numérique, en e-book, mais je ne suis pas sûr. Vainqueur du prix Hugo, visiblement. Publié en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Publié en 2014. J'étais quoi à mon côté de la plaque. Publié en 2014, il commence à dater un peu. Traduit par Marie Surger. Voilà, j'entends énormément parler de Becky Chambers et bah, j'ai envie de tester. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je suis vraiment très très hype pour le lire. Donc voilà, c'était un certain nombre de livres et sagas de science-fiction récentes publiées après les années 2000 que je voulais lire et que enfin, je veux toujours lire. Dites-moi si vous les connaissez, si vous en avez entendu parler, si ça ils vous intéresse aussi, si vous avez d'autres recommandations de science-fiction publiées après les années 2000 qui vous a plu, que je pourrais lire ou pas. Ça m'intéresse toujours, ça fait toujours plaisir de commenter, n'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez tout de la charade, et moi je vous dis à la prochaine fois.